Je fais ce choix à un moment où ma flamme et ma combativité sont toujours bien présentes, mais où elles sont accompagnées d'un besoin devenu irrépressible de trouver un espace de liberté et un espace de normalité. Aussi, en quelque sorte, j'ai besoin d'exister en dehors de la politique. Elle en fait la preuve aujourd'hui avec l'annonce qui a été faite. On a appris ça ce matin, mais il faut quand même rappeler qu'elle a marqué le monde politique au Québec. On dit souvent faire de la politique autrement. Elle en était un exemple probant. Elle a porté, vous le savez, des dossiers tellement importants comme l'aide médicale à mourir. On dit d'elle que c'est la marraine, mais elle a travaillé quand même avec des députés des autres partis. Elle a développé cette idée de l'approche transpartisane. Elle a eu des complices à faire ça. Alors, on l'a présentée comme chef du PQ, mais non, ça a passé son tour. Je pourrais vous parler longuement des faits d'armes de cette ancienne députée. Elle a choisi de se retirer juste avant les dernières élections. Elle commence après, 1 an et quelques mois, un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Bonsoir, Véronique Yvon. Bonsoir. Bienvenue à 24/60. Cette combativité, vous allez la mettre au service, dans le fond, de l'université et des étudiants qui la fréquentent. Vous vous joignez à l'Université de Montréal. Tout à fait. Au département de sciences politiques. Exactement. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté cette main tendue. J'ai bien réfléchi. Je voulais être devant une page blanche pour me donner toutes les possibilités, justement, d'avoir du temps pour me poser, absorber tout ce que j'ai vécu pendant 14 ans en politique. Il y en a qui écrivent leur mémoire. Exact. Je suis pas rendue là encore, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était pas le dernier chapitre. Et puis, je vois ça vraiment comme une opportunité extraordinaire, de partager ma passion, puis de ce que j'ai vécu et de la pratique de la politique, très concrètement, puis de continuer à travailler pour changer un peu les choses encore, j'espère, tirer des leçons. avec des politiques Oui, parce publiques. que, dans le fond, vous allez faire le contre-champ de la vie politique. Vous allez enseigner à la maîtrise, d'abord. Oui. Donc, des gens qui sont mordus de politique, comme dirait mon ami Sébastien. Alors, vous allez approfondir ces questions-là. Il reste que vous avez quitté la politique depuis un peu plus d'1 an, mais j'imagine que vous n'avez pas quitté votre famille politique. C'était une famille pour vous que le parti politique. Oui, c'est ça. En fait, j'ai annoncé il y a un peu plus d'1 an. J'ai été députée jusqu'en octobre. Ça fait à peu près 8 mois. 8 mois, mais oui, dans la tête, la transition s'amorce, c'est sûr, quand on l'annonce. Je reste toujours très intéressée par la chose politique, c'est certain. Mais ce qui est formidable quand on prend un pas de recul, c'est qu'on n'est pas toujours dans le action-réaction, de se lever le matin à dire, OK, là, qu'est-ce qui va être l'urgence de la journée? Sur quoi on va me questionner à chaque jour? Il faut que j'ai déjà une idée de fait sur 3 nouveaux sujets. Donc, c'est ça que... Et les journalistes. Les journalistes. Bien, c'est normal, c'est la démocratie, mais ça va vite. Hein? Vous en êtes tout à fait consciente dans votre univers aussi. Donc, c'était ça un peu. J'ai savouré chaque moment de cette vie trépidante, mais là, j'ai le goût d'avoir du temps pour approfondir des enjeux, partager ce que j'ai vécu, travailler avec des étudiants, travailler avec des professeurs, des chercheurs stimulants, mettre tout ça ensemble pour créer, avec la maison des affaires un incubateur, publiques, un incubateur pour développer des... Vraiment, pour développer des projets pilotes, en quelque sorte, de politique publique, pour faire en sorte qu'enfin, la recherche et la pratique se rencontrent vraiment. Mais un des problèmes que vous avez dû vivre, c'est que les mandats des politiciens, c'est 4 ans. Puis on a l'impression qu'on développe toujours des politiques pour les réaliser dans son mandat. On ne sait pas si on paie le prix de renoncer à ses promesses. Il y a un gouvernement aujourd'hui qui a un score parfait dans les sondages, malgré qu'il ait renié ses promesses électorales. Donc, comment vous allez jongler avec cette pratique politique-là, qui est de faire des promesses, les renier, tout en voulant quand même adopter des politiques sociales? Bien, j'ai encore beaucoup d'idéalisme, grâce ou malgré, c'est selon mon passage en politique. Et je pense qu'on est mûr pour vraiment revoir comment on fait la politique. Puis oui, je pense que les gens ont soif d'une politique qui est ancrée dans le moyen puis dans le long terme. On le voit avec le logement, on le voit avec le climat, on le voit avec l'immigration. Je veux dire, c'est pas des enjeux qui peuvent se décider sur un coin de table. Moi, en politique, ça m'a frappée. Ça a été un de mes premiers chocs quand je suis arrivée. Moi, je venais de la fonction publique. J'avais travaillé aussi un peu dans le milieu universitaire. À quel point il y avait des choses qui se décidaient rapidement, sans qu'on se tourne vers les données probantes, sans qu'on se tourne toujours vers la recherche. Ça ne veut pas dire de chercher de midi à 14 heures tout le temps puis de ne pas décider. Ça veut juste dire d'être alimenté correctement par ce qui peut exister de bon et de beau ici ou ailleurs et de se tourner vers la recherche. Souvent, les chercheurs ne trouvent pas leurs données, leurs recherches, ne trouvent pas leur chemin jusqu'aux décideurs. Je trouve que trop souvent, les décideurs ne se tournent pas convenablement
dans la recherche. Fait que c'est ça, cette idée de cette maison des affaires publiques internationales, autant avec les décideurs qu'avec les groupes communautaires ou les Je vais vous institutions. demander de tasser votre mèche de cheveux à droite parce que ça passe sur le micro. Bon. On pensait que c'était mon crayon, mais c'est Trop de cheveux. Non, c'est très, très bien. Vous évoquez votre parcours et je l'ai sous les yeux parce que les gens vous connaissent peut-être celle qui a été députée, mais vous êtes avocate, vous avez travaillé comme avocate diplômée de McGill, mais vous avez une maîtrise en analyse et planification de politique sociale de la London School. C'est une institution très prestigieuse et j'imagine que cette formation-là va continuer de vous inspirer pour vos propres recherches ou mettre à l'ordre du jour vos idées pour en faire des politiques sociales éventuellement? En fait, moi, ma passion, c'était l'élaboration de politiques publiques dans la sphère sociale pour mener à des réformes sociales. C'est pour ça que j'étais allée étudier à Londres. Je trouvais le programme fait sur mesure pour ce qui m'intéressait après mon droit. Et c'est un peu ça qui m'a habité pendant ma vie politique. Donc, d'essayer de faire ces réformes-là en co-construction un peu avec la société et d'amener des changements qui vont être durables. Fait que c'est un peu le prolongement de ça. Prenons un exemple. Hier, je m'entretiens avec le juge en chef de la Cour suprême, l'honorable juge Wagner, qui a évoqué comment le droit peut changer la société, puis notamment l'aide médicale à mourir, c'est quand même, il y a une décision importante. Oui. Mais le Québec avait eu cette approche-là. Donc, c'est important. L'aide médicale à mourir va toujours rester pour vous un exemple de progrès, de comment on fait avancer les choses tout en étant à l'écoute de sa population. C'est quoi le lait? Exactement. En fait, je pense que les ingrédients avec le recul qu'ils ont fait, je pense que ça a fonctionné, c'est que ça répondait clairement à un besoin. On a impliqué la population parce que c'était quelque chose qui touchait absolument tout le monde. Il y en a des fois qui vont être élus puis qui vont dire « Moi, je suis élu pour décider ce que je décide, pas besoin de consulter », comme si c'était une faiblesse de consulter. Moi, je pense au contraire, quand on consulte et on construit ensemble, quand les choses atterrissent, bien, déjà, la moitié du travail est fait parce que le consensus s'est bâti, puis les choses atterrissent beaucoup plus en douceur. Et puis, je pense que de se donner du temps, même si en politique, on court toujours contre le temps, les échéances électorales, marquer des points, je pense que c'est gagnant. Puis les citoyens nous en sont reconnaissants après quand les choses fonctionnent et que ça fait une différence dans leur vie. On a plusieurs exemples ces derniers mois, parce que c'est sûr qu'on est en gestion de crise. Oublions-le un instant. Dans plusieurs domaines, on pense à l'immigration. On a entendu le logement tout à l'heure, la crise du logement qui dure, ça fait des années qu'on parle de crise de logement, mais là, c'est très aigu. Comment se fait-il que ça marche pas, que les bureaucraties, ça bloque? L'immigration à Ottawa, comme à Québec, là, il n'y a pas de service au numéro qu'on compose. C'est incroyable. Là. Puis, Moi, je pense qu'il y a trop de... Pas trop, mais disons que la grande majorité des ressources sont mises dans la fonction publique au bout du processus. Donner le service. Puis déjà là, on voit des failles importantes. Être tout de suite en réponse. Mais il n'y a pas assez de ressources dans l'équilibre des choses sur la planification, sur c'est quoi le bon geste à poser, c'est quoi la bonne politique, qu'est-ce qui va faire la différence. Oui, on le voit avec plein de dossiers. Donc, je pense que, puis pour avoir travaillé dans la fonction publique, je le vois souvent quand il y a des coupes, quand on a des réorganisations, qu'est-ce qui tombe en premier? C'est les boîtes qui réfléchissent, les boîtes qui font le lien justement avec les penseurs, avec les chercheurs. Mais bon sang, c'est comme la prévention en santé. Si on n'investit pas en prévention, si on n'investit pas en recherche dans nos politiques publiques, bien, on se retrouve avec des solutions inadéquates ou des services qui ne tiennent pas la route. Il reste une petite 30 secondes sur le rôle du Parlement des députés. Mme Foster a dit on est des plantes vertes. Elle aussi est passée à l'enseignement. Réfléchir sur le rôle du député parce que c'est important. Puis on a une opposition qu'on dit faible. Bien qu'aujourd'hui, on apprenne que le PQ se situe bien. C'est une bonne journée pour vous quand vous regardez ça? Je pense que c'est une bonne journée pour la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien tenir pour acquis. C'est vraiment, je trouve, un message, un contre-message au cynisme de voir. Des fois, on pense que tout est figé dans le béton. Il y a un an, tout le monde disait que c'était mort, le Parti québécois. Puis là, on voit ça renaître à cause d'authenticité, de combativité. Mais pas de regret pour vous. Donc, non, il n'y a pas de regret. Toujours très passionné par les sujets, mais très bien dans ma vie. Alors, les auditeurs de la radio à Montréal, tout un matin avec Patrick Masbourian vont être chanceux. Ils vont vous entendre tous les vendredis matin avec un partenaire dont on ne connaît pas l'identité. Mais vous le savez, vous allez garder le secret. Oui, je ne peux rien dévoiler. OK. Alors, bienvenue à Radio-Canada, en tout cas à la radio. Merci, puis, ça va être un grand éventuellement privilège. 24-60. Merci, Véronique Yvon. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.